Alors, ceci, ce sont mes liens d'intérêt. Tout d'abord, vous le savez, l'arthrose est un problème de santé publique absolument majeur actuellement, mais aussi pour le futur. L'arthrose a été considérée comme une maladie sérieuse par la Food and Drug Administration. Un papier récent dans le Lancet a montré qu'il y avait une augmentation absolument dramatique de la prévalence et de l'incidence de l'arthrose et que sur les 30 dernières années, on avait 132% d'augmentation et les prévisions sont bien plus importantes pour les 10 ans à venir, jusqu'aux années 30. Et puis l'arthrose, vous le savez, c'est une maladie qui est extrêmement invalidante puisque 25% des patients ne peuvent pas réaliser leurs activités quotidiennes. Il y a des risques qui sont liés aux comorbidités et l'arthrose est elle-même renforcée par ces comorbidités, notamment cardiovasculaires. Et bien entendu, vous le savez aussi, et c'est un problème, bien que ce soit une maladie d'une banalité absolue en termes de prévalence et de fréquence, nous n'avons pas de traitement radical de l'arthrose. Nous n'avons pas de traitement qui soit capable d'agir sur la maladie, d'empêcher sa progression, d'empêcher sa survenue ou de la traiter une fois qu'elle est survenue. C'est une maladie, vous le savez, qui touche l'ensemble des tissus articulaires, c'est-à-dire que c'est une maladie de l'ensemble de l'articulation et non pas seulement du cartilage, même si le point de départ, effectivement, se situe dans ce tissu cible qu'est le cartilage. On sait tous maintenant qu'il n'y a pas une arthrose, mais des arthroses, et que l'arthrose est vraisemblablement une espèce de syndrome auquel on peut arriver par des voies tout à fait particulières, en particulier basées sur les facteurs de risque. Et le topo d'aujourd'hui, c'est la partie métabolique qui va nous intéresser. La physiopathologie de l'arthrose peut donc dépendre des différents phénotypes basés sur les modalités physiopathogéniques de cette maladie. L'obésité, c'est un facteur de risque d'arthrose des articulations portantes, ça paraît évident. Mais c'est également un facteur de risque des articulations non portantes, puisque l'arthrose des mains, sa fréquence peut être augmentée par entre 1,25 et 2 en fonction de l'obésité. Et comme on ne marche pas sur les mains, c'est qu'il y a donc d'autres mécanismes d'action que simplement le surpoids et le facteur mécanique. Il y a donc dans les rapports entre obésité et arthrose à la fois le lien mécanique évident que nous connaissons depuis très longtemps, notamment pour la gonarthrose, mais également un lien systémique, c'est-à-dire que la prise de poids par les modifications métaboliques du corps entier qu'elle induit conduit à la possibilité d'une arthrose plus fréquemment, d'une arthrose plus douloureuse, d'une arthrose plus symptomatique, d'une arthrose plus évolutive. Et ceci, pas uniquement, je le répète, par la surcharge mécanique. Donc au-delà de cette histoire d'obésité et du lien mécanique avec l'arthrose, on a ce qu'on a appelé depuis maintenant plusieurs années l'arthrose métabolique, c'est-à-dire qu'interviennent des facteurs métaboliques généraux, le syndrome métabolique avec l'hypertension, la dyslipidémie, l'hyperglycémie, le diabète, qui sont des facteurs ensemble et individuellement potentiellement associés à la survenue ou à la sévérité de l'arthrose. On va le voir. Par quel mécanisme, ce n'était pas toujours évident. On commence à mieux connaître les mécanismes qui sont en cause dans cette intervention du métabolique dans l'arthrose. Alors tout d'abord, une vieille étude, mais qui nous a mis sur la piste de l'association syndrome métabolique et risque d'arthrose. Vous voyez, c'est la Road Study. Et ce qu'on a observé dans cette cohorte sur 3 ans de suivi, c'est que la survenue de l'arthrose et sa progression étaient augmentées de façon presque linéaire en fonction du nombre d'éléments du syndrome métabolique. En d'autres termes, avoir un début d'hypertension, avoir une dyslipidémie, avoir une intolérance au glucose, ou l'un de ces facteurs ou plusieurs de ces facteurs associés augmentaient l'occurrence de l'arthrose, augmentaient la sévérité, la progression radiographique de cette arthrose d'un stade Kellgren-Lawrence 2 à un stade Kellgren-Lawrence 3 ou 4, puisqu'il s'agit là de la gonarthrose.
Deuxième étude plus récente qu'on a réalisée à Saint-Antoine avec Jérémy Selam et Anne-Laurence Thomy, c'est une étude qui a été regardée chez des patients qui étaient séropositifs, VIH, la prévalence de l'arthrose digitale radiographique et sa sévérité, donc entre des patients VIH qui avaient un syndrome métabolique et des patients VIH qui n'avaient pas de syndrome métabolique, mais aussi entre les patients VIH et la population générale, puisqu'on avait cette idée, cette arrière-pensée que chez ces patients, il y avait une augmentation de la prévalence de l'arthrose. Et vous voyez les résultats, il y a plus d'arthrose digitale chez les patients VIH par rapport à une étude en population générale qui est l'étude Framingham. Et puis si on ajoute le facteur syndrome métabolique présent ou pas, on augmente encore la prévalence de l'arthrose digitale. Donc un patient dans cette étude séropositif pour le VIH et ayant un syndrome métabolique avait 65% de chances d'avoir une arthrose digitale plus exactement. 65% de ces patients avaient une arthrose digitale dans cette étude de population. Ce qui interroge sur, bien sûr, comment tout cela peut se produire. Pour ce qui est du VIH, on était parti de l'idée que les patients VIH sont des patients qui ont une inflammation, un syndrome inflammatoire permanent, même s'il est bas bruit contrôlé par les antirétroviraux. Et ça, c'est un facteur qui fait le lit de beaucoup de pathologies chroniques, dont l'arthrose. Le microbiote du syndrome métabolique aggrave l'arthrose, et ça a été observé dans un modèle murin chez des souris à qui on a créé une arthrose par traumatisme ménisco-ligamentaire. La transfection du microbiote humain de patients qui ont un syndrome métabolique a induit une augmentation de la perméabilité intestinale, une augmentation de l'endotoxémie et de la méta-inflammation. Donc là encore, intervention de système d'inflammation bas bruit avec la caractérisation de plusieurs types de bactéries qui pouvaient intervenir dans cette interaction microbiote-cartilage et aggraver le score histologique d'arthrose de l'ORCI. L'arthrose est plus sévère chez les diabétiques de type 2. Ceci a été observé notamment dans cette cohorte où les auteurs ont regardé le risque cumulatif de prothèse totale de genou ou de prothèse totale de hanche en fonction du statut diabétique. Et au bout de 20 ans d'observation, on avait 2 fois plus de risques dans cette cohorte d'avoir une prothèse totale chez les diabétiques que chez les patients non diabétiques, ceci étant ajusté par ailleurs sur toute une série d'autres facteurs confondants. En d'autres termes, être diabétique prédispose à une arthrose, syndrome métabolique, et prédispose à une arthrose plus sévère puisque un risque de prothèse totale plus important. Avec l'obésité, la douleur augmente quelle que soit la sévérité radiographique. Ça, c'est une autre notion qui n'est pas évidente. Dans cette étude, là aussi une cohorte qui vient de l'Osteoarthritis Initiative, quel que soit le stade de Kellgren, on observe, en fonction du statut pondéral, une douleur plus importante chez les patients en surpoids et encore plus importante chez les patients obèses. Donc la question de la douleur n'est pas uniquement liée intrinsèquement à la sévérité radiographique. Le facteur surpoids intervient de façon indépendante du stade radiologique. Vous le savez, la douleur dans l'arthrose, c'est un phénomène compliqué. On s'est quand même longtemps posé la question, mais d'où ça vient cette douleur ? S'agissant d'une maladie dont le tissu cible, le tissu concerné par la maladie, n'est ni vascularisé ni innervé. On sait maintenant qu'il y a des tas de mécanismes de la douleur dans l'arthrose et qu'il y a différents types de douleurs. On est parti de la douleur nociceptive, qui était la douleur commune qu'on connaissait au point de départ. On sait qu'il y a maintenant des phénomènes de douleur neuropathique et qu'il y a également une sensibilisation centrale, ce qu'on a appelé une douleur nociplastique, avec augmentation globale de la perception douloureuse, non plus seulement au niveau de l'articulation touchée, non plus seulement au niveau de la région autour de l'articulation, mais le corps entier. L'obésité
est bien sûr associée à la douleur nociceptive de la gonarthrose, ça on le sait depuis longtemps. Il n'y a pas de discussion là-dessus. La question étant de savoir quel est le mécanisme qui fait qu'à un moment donné ou à un autre, un patient a mal. Et là, ça fait intervenir les différents éléments anatomiques, articulaires et périarticulaires. La douleur peut être méniscale, elle peut être d'origine ligamentaire, elle peut être liée à une poussée synoviale. Bref, il existe là aussi, du point de vue de l'articulation, plusieurs mécanismes conduisant à la douleur. Mais ce qui est important dans les études récentes, c'est qu'on a montré que plus le tissu adipeux est important dans le corps, plus le tissu adipeux viscéral augmente, plus le patient a mal, non seulement à l'articulation concernée, et pas seulement par l'effet surcharge mécanique, mais plus le patient a des douleurs partout. Ceci est quelque chose qui n'était pas connu au point de départ. Les personnes obèses sont plus sensibles à la douleur, à la pression et ont plus de sensibilisation centrale. C'est-à-dire que dans cette maladie chronique où se constitue petit à petit une sensibilisation centrale qui entretient la douleur chronique, les patients qui sont obèses ont plus facilement et plus de ce type de douleur liée à la sensibilisation centrale. Dans ce travail, le test de douleur à la chaleur et au froid, effectué au niveau de la taille et de l'éminence ténare, ont montré que plus l'indice de masse corporelle était élevé, plus la douleur, le seuil de douleur à la pression était bas. Outre les contraintes mécaniques dont j'ai parlé, le tissu adipeux est impliqué en tant que tel dans la douleur arthrosique. Vous avez une excellente revue qui vient de paraître dans Nature Review Rheumatology par Marie Benvigna et Jérémy Selam, l'équipe de Saint-Antoine, qui montre la multiplicité des éléments en cause dans la douleur arthrosique à partir du tissu adipeux. En particulier, bien entendu, le rôle des adipocytokines, de l'augmentation de certaines adipocytokines, qui sont véritablement des vecteurs de la genèse de l'arthrose et de l'entretien de la douleur dans l'arthrose, en particulier dans la gonarthrose, mais pas seulement, puisqu'on a vu que c'est également quelque chose qui concerne l'arthrose digitale. Les patients obèses ont plus d'arthrose digitale et l'arthrose digitale est plus douloureuse. Autre élément et autre observation récente, le microbiome intestinal joue un rôle. Et là, dans ce travail, la diversité microbienne B de ce microbiote intestinal dans cette étude a été associée à une augmentation de la douleur mesurée par le WOMAC, quels que soient les autres facteurs confondants de la douleur, comme l'âge, l'indice de masse corporelle, etc. Donc, il y a une intervention directe du microbiote intestinal dans la genèse de la douleur et dans son entretien et son intensité dans l'arthrose. Alors, il y a une autre question qui a été posée ces dernières années. Il y avait ce papier de PNAS qui avait montré que l'incidence de la gonarthrose avait doublé, la prévalence avait doublé depuis le milieu du XXe siècle, et surtout que ce qu'on observait comme prévalence d'arthrose, c'était plus que ce à quoi on aurait dû s'attendre si on suivait l'histoire humaine dans la gonarthrose. Je m'explique, l'ère pré-industrielle donnait un certain niveau de prévalence d'arthrose. Si on projetait, selon une progression linéaire, cette prévalence, on aurait dû avoir 2 fois moins d'arthrose que ce qu'on a aujourd'hui. Autrement dit, on a aujourd'hui 2 fois plus de patients arthrosiques que ce à quoi on aurait pu s'attendre selon les prévisions d'après les études historiques. Et ceci a fait se poser la question, pourquoi est-ce qu'on a changé à ce point, qu'on soit beaucoup plus sensible sur le plan articulaire et qu'on ait beaucoup plus d'arthrose? Qu'est-ce qui fait qu'on a beaucoup plus d'arthrose? Bien entendu, le rôle de l'obésité a été mis en avant. Vous voyez la courbe ici à droite. Voilà ce à quoi on aurait pu s'attendre. Grosso modo, si vous poursuivez la courbe rouge, c'est ce à quoi on aurait dû s'attendre selon une progression naturelle. On est dans la courbe bleue, qui est la courbe post-industrielle, et cette courbe va beaucoup plus vite en termes d'augmentation de la prévalence d'arthrose à cause de l'obésité, et pour une raison très particulière, c'est que
on peut dire que l'arthrose est une maladie de la sédentarité. C'est la sédentarité, la sitting disease, comme l'ont appelé les Américains, qui fait qu'il y a beaucoup plus d'arthrose que ce à quoi on pouvait s'attendre. Donc, sitting disease, obésité, plus d'arthrose pour des raisons mécaniques et pour des raisons métaboliques. On a là maintenant une explication de la raison pour laquelle nos consultations sont de plus en plus chargées en patientes et en patients arthrosiques, en particulier golarthrosiques. Bien. Les régimes alimentaires. Alors les régimes alimentaires, bien entendu, interviennent et il est clair que la prévalence dans un régime alimentaire, l'augmentation de la part d'oméga 6 par rapport aux oméga 3 est un facteur qui intervient dans l'origine de la constitution des graisses, dans l'augmentation des graisses et comme facteur qui alimente, bien entendu, la fréquence de l'arthrose. Inversement, le régime méditerranéen, ça a été montré dans la cohorte Osteoarthritis Initiative, encore une fois. Le régime méditerranéen est un régime favorable. On s'en doutait, ça a été confirmé. L'adhésion au régime méditerranéen est associée à une diminution de la prévalence de la gonarthrose, mais aussi à une meilleure qualité de vie, à moins de douleur, et la consommation de fibres alimentaires est associée également à une moindre incidence de gonarthrose symptomatique. Dans cette cohorte OAI, il y a des patients qui avaient de l'arthrose au début, puis ceux qui étaient à risque d'avoir de l'arthrose, et ceux qui sont à risque d'avoir de l'arthrose en ont moins quand ils ont un régime alimentaire de type méditerranéen, et en particulier riche en fibres. Donc on a là des pistes sur le plan de rapport entre alimentation et survenue ou sévérité de l'arthrose. Sur le plan thérapeutique, vous savez qu'il y a des recommandations. Ces recommandations, alors en France, on a travaillé sur des recommandations pharmacologiques, c'est la Société française de rhumatologie, et puis il y a des recommandations qui ont été présentées mais pas encore publiées sur les traitements non pharmacologiques qui ont été élaborés par la Société française de rhumatologie avec nos collègues de médecine physique et rééducation. Le traitement pharmacologique, bon, on sait tous quels sont les différents éléments qui peuvent rentrer en ligne de compte. On sait aussi que ces traitements ont tendance à augmenter avec la sévérité de l'arthrose et de la douleur. On sait aussi que le nombre de comorbidités associées à l'arthrose chez des patients souvent âgés et polymédicamentés limite considérablement l'utilisation d'un certain nombre de médicaments, notamment systémiques, comme les opiacés, qui sont quand même des médicaments qu'on n'aime pas trop utiliser chez ces patients, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, dont les effets indésirables sont légion, etc. Donc, bien entendu, on essaie de miser, vous le savez tous, sur la prise en charge non pharmacologique. Et la prise en charge non pharmacologique, elle doit associer une activité physique adaptée, des programmes d'exercice physique à sec ou en milieu, en balnéothérapie, qui doivent être précis, programmés, suivis, organisés, ce qui n'est souvent pas le cas. Hein. Souvent, on dit aux gens, il faut bouger, puis on s'arrête là. Et ça ne suffit pas. Il faut expliquer aux patients comment bouger, combien bouger, quel type d'exercice faire, et si possible, faire suivre cette prescription d'activité physique par des kinésithérapeutes, des coachs sportifs. On a maintenant, en France, on a même la possibilité maintenant de prescrire de l'activité physique adaptée remboursée chez le sujet âgé. Ça commence à se mettre en place. Bon, ça ne dit pas toujours quel type de programme d'activité physique ou d'exercice il faut faire. Il y a beaucoup à progresser sur ce plan-là, notamment dans les publications. On est souvent sur sa fin quand on voit ce que sont préconisés les exercices et l'activité physique. Il manque la page « Quel exercice ?» La page avec les photos des exercices, des postures, de l'activité à proposer. Les cures thermales peuvent être un élément qui intervient dans la prise en charge de ces patients, et bien entendu le port de chaussures à semelles amortissantes, de chaussures souples, de chaussures de type chaussures de sport, chaussures de jogging, c'est quelque chose qui peut aider notamment dans l'arthrose des articulations portantes. On avait un rhumatologue anglo-saxon, je ne sais pas si vous avez connu ou entendu parler de Paul Dieppe. Alors Paul Dieppe, quand on le croisait où que ce soit, dans un congrès, un aéroport, n'importe où, l'arthrose, c'était il y a 40 ans déjà, 35-40 ans, l'arthrose c'était la canne et les chaussures. Et il avait la canne
et les chaussures parce qu'il avait une gonarthrose. Rien d'autre n'existait. Traitement pharmacologique, surtout pas, c'était des trucs pour faire mourir les patients. Enfin, bref. Donc, dans les recommandations d'aujourd'hui, bien entendu, se retrouvent ces propositions. Au chapitre des régimes, on n'a pas énormément d'essais thérapeutiques. Il y a cet essai thérapeutique d'une huile, la krill oil, j'ai découvert ça, je ne connaissais pas la krill oil. C'est une huile de krill qui contient pas mal d'huile d'origine poisson, oméga 3, etc. Et cette huile a été testée versus une huile végétale dans la gonarthrose et on a montré qu'il y avait moins de douleur et moins de progression de l'arthrose avec l'usage de cette huile, que donc les oméga 3 semblaient avoir un effet symptomatique sur la gonarthrose. La perte de poids est bien évidemment au centre de préoccupation, puisque même si l'obésité n'agit pas que par le facteur surcharge physique, il existe un facteur surcharge physique. Deuxièmement, on a vu que l'augmentation de poids et l'augmentation de la masse grasse étaient responsables de la douleur indépendamment de l'activité strictement physique. Donc la perte de poids a deux bonnes raisons d'être préconisée, et toutes les études qui ont évalué différents systèmes de perte de poids, différents régimes, ont montré que, grosso modo, quand vous mettez en place un régime et qu'il est suivi à peu près correctement, il y a effectivement une amélioration de la douleur et de la gêne fonctionnelle mesurée sur le WOMAC. Donc il n'y a pas de discussion sur l'efficacité de la perte de poids. C'est pas discutable aujourd'hui, c'est pourquoi toutes les recommandations thérapeutiques, évidemment, mettent cette question au centre de la prise en charge de l'arthrose. Bien. L'effet taille est variable. Il n'y a pas besoin de faire perdre 30 ou 40% de poids corporel à quelqu'un. 5, 7, 10% peuvent suffire à réduire de façon significative et perceptible par le patient la douleur, et y compris probablement à ralentir l'évolution de l'arthrose. Et si on ajoute au régime alimentaire correctement suivi avec cet objectif limité, mais discuté de 5, 7, 10% de perte de poids corporel, les exercices et un programme standardisé d'exercice, on a une amélioration encore plus importante sur le plan symptomatique. Malheureusement, dans cette étude, pas d'effet structural. Il est difficile de montrer un effet structural sur une période courte. 18 mois, c'est une période courte. Si on veut montrer un effet structural, il vaut mieux évaluer les patients sur 2, 3, voire 5 ans. En cas de surpoids ou d'obésité, c'est la recommandation de la SFR Sofmer, une perte d'au moins 5% du poids corporel doit être proposée. 5%. C'est pas beaucoup. Ça surprend parfois les patients quand on leur propose ça, parce qu'on voit des patients arriver évidemment avec un surpoids très important. Ils savent parfaitement qu'ils sont en surpoids, ou ils savent qu'ils sont obèses, et vous leur dites 5%, donc vous leur dites, pas une personne qui fait 110 kg pour 1m80, vous lui dites, bon, ce serait bien d'atteindre 102, 100, 99, ce serait extraordinaire. Et les patients ne sont pas forcément habitués à ce qu'on leur donne un objectif aussi comment dirais-je, limité. On leur a toujours dit, il faut perdre du poids, il faut perdre du poids. Pour eux, c'est 20, c'est 30 kilos, c'est revenir à un indice de masse corporelle normal. Or ça, on sait très bien que c'est, dans la plupart des cas, pas possible. En tout cas, pas possible avec un traitement médical. Donc, cette idée de proposer une perte de poids limitée, d'établir ce contrat et à partir de là de discuter des moyens entre l'activité physique et les régimes alimentaires adaptés, c'est quelque chose qui, je pense, doit faire partie maintenant de notre activité quotidienne dans nos consultations. C'est du temps. La seule chose que ça prend, c'est du temps, puis ensuite d'avoir les bons correspondants pour aider les patients, éventuellement nutritionnistes, coachs, etc., etc., etc. Bien, alors, je disais, traitement de perte de poids non chirurgical, il y a la chirurgie, évidemment, pour les patients qui sont en surpoids considérable, en obésité morbide ou en obésité extrêmement sévère. La chirurgie bariatrique reste une option. Il y a
peu d'études contrôlées. Il y a des études principalement ouvertes, mais qui montrent clairement que la chirurgie bariatrique permet de réduire de façon considérable les symptômes dans la gonarthrose et l'inflammation systémique qui entretient la douleur par la masse grasse, comme je l'expliquais précédemment. Cette étude est intéressante parce qu'elle montre que, alors, les patients ont été randomisés et on a regardé, après chirurgie bariatrique, s'il y avait plus de prothèses ou moins de prothèses. Mais cette chirurgie bariatrique, elle a été faite après une perte de poids initiale. Il y a moins de complications. Pardon. Les complications de la chirurgie prothétique ont été regardées en fonction de la perte de poids de la chirurgie bariatrique. Et il y a moins de complications après prothèse chez les patients qui ont perdu du poids par la chirurgie bariatrique. Moi, j'étais un peu surpris parce que ces dernières années, quand j'envoyais des patients à des chirurgiens orthopédiques, notamment on a un hôpital à Paris où ils sont extrêmement, comment dirais-je, concentrés sur cette question, à chaque fois, les patients se retrouvaient renvoyés dans leurs 22 mètres en disant qu'il faut que vous perdiez 20 kg ou 15 kg avant d'être opéré. C'est à l'hôpital de la Croix-Saint-Simon à Paris. Et je me disais, mais quelles sont les preuves? Eh bien, il y a maintenant des papiers qui montrent qu'effectivement, opérer des patients qui ont perdu préalablement du poids avant la prothèse, c'est se donner de meilleures conditions pour éviter les complications pér- et post-opératoires et avoir un meilleur résultat. Donc on ne peut plus dire au chirurgien, écoute, tu m'emmerdes avec ton histoire de perte de poids, opère mon patient ou ma patiente, il va remarcher et il va perdre du poids après. Non, on peut comprendre que la perte de poids avant soit nécessaire. Bien. Et ce qu'il faut également savoir, et ce papier nous le montre, c'est que la perte de poids, elle induit une réduction de la douleur qui est partiellement médiée par des changements dans la sensibilisation à la douleur et par la diminution des symptômes dépressifs. Elle est indépendante des éléments structuraux. Vous savez, très souvent, on a tendance à vouloir faire de l'imagerie, en particulier avec l'IRM maintenant, et les images d'œdème osseux sous-chondraux, de défects, etc. On se dit, pourquoi pas suivre les patients aussi avec ça? Non. La douleur ne diminue pas en fonction des images IRM, ne diminue pas en fonction de la diminution de l'œdème osseux médulaire ou des défects. Les défects, peut-être un petit peu, c'est associé à la douleur. La douleur diminue par des changements dans la sensibilisation à la douleur et par la diminution du contexte dépressif induit par la douleur chronique. Donc très clairement, c'est la clinique qui doit primer plutôt que les images. Dans les pistes thérapeutiques actuelles, vous avez tous entendu parler bien sûr du liraglutide, ce traitement du diabète, qui a montré également une capacité à faire perdre du poids de façon considérable aux patients. Et les patients qui ont été traités par ce traitement antidiabétique et qui avaient une gonarthrose se sont vus améliorer pour leurs symptômes de gonarthrose. Et ce n'est pas parce que leur hémoglobine glyquée a baissé, c'est parce que le poids avait baissé chez ces patients. Donc, il y a là une piste. Le problème, c'est que c'est dans le schéma actuel, une injection quotidienne de 3 mg, ce qui fait beaucoup. Il y a, vous le savez, vous l'avez sans doute vu, un gros travail, un gros projet qui est mené par Francis Berenbaum de développement du liraglutide en intra-articulaire dans la gonarthrose sur un schéma qui est un schéma d'une injection intra-articulaire. Se met en place actuellement tout un programme de recherche, ils en sont maintenant à la phase 2, pour évaluer l'effet d'une injection de liraglutide intra-articulaire dans la gonarthrose, à la fois sur le plan symptomatique et sur le plan structural, parce que l'équipe pense que le traitement peut agir aussi bien sur les symptômes que sur la structure, notamment par la réduction de l'inflammation in situ et de l'inflammation en général par l'effet du liraglutide. Donc là, il y a une piste très intéressante, prometteuse, mais qui n'en est pour l'instant qu'au début du développement, on est en phase 2.
Alors, en conclusion, on peut dire que l'arthrose, c'est comme l'obésité, une maladie mismatch, mixte, qui combine plein de choses. On a vu tout ce qui pouvait intervenir comme facteur à partir du tissu gras, de l'obésité, pour expliquer l'augmentation de la prévalence, l'augmentation de la progression de l'arthrose, la sévérité des symptômes. Plus il y a de tissu gras, plus il y a de douleur, plus il y a de sensibilisation douloureuse, etc. Il faut, je pense, que nous connaissions ces différentes informations, ces différents éléments pour intégrer dans notre pratique quotidienne ce que ça peut avoir comme conséquences. Et les conséquences, bon, j'ai essayé d'en donner une à travers la question de la réduction du poids, la question de l'activité physique. Je pense que sur ces questions, et tant que nous n'avons pas le traitement qui va stopper l'arthrose, le liraglutide peut-être dans 3, 4 ou 5 ans, nous devons être extrêmement précis avec nos patients sur la prise en charge non pharmacologique et cette question de la combinaison activité physique, gestion du syndrome métabolique et perte de poids. Et encore une fois, je pense que ça n'est que, entre guillemets, du temps en consultation. Ce temps, on doit le passer avec nos patients, faute de quoi ils auront raison de penser qu'on ne s'intéresse pas à leur arthrose et de se plaindre que les médecins et la médecine ne prennent pas en compte cette maladie pourtant fréquente et extrêmement invalidante. Voilà. Donc, les liens entre obésité et arthrose, ce n'est pas que du mécanique, c'est du métabolique et du systémique. Les approches thérapeutiques, il y en a, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Il va falloir qu'on continue de travailler avec nos patients sur les recommandations non pharmacologiques. Ce papier qui vient de paraître en préprint dans une Spine, c'est assez intéressant. Ce n'est pas directement sur obésité et arthrose, mais c'est sur les croyances alimentaires, les croyances diététiques, les croyances sur les régimes. Donc c'est un papier, on a fait ça avec l'équipe de Saint-Antoine et toute une série d'autres collègues. Des patients spondyarthrites, des patients polyarthrites, des patients arthrose digitale. On remplit tout un questionnaire sur ce qu'ils faisaient comme type de régime alimentaire et ce qu'ils croyaient. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, quel aliment est bon pour leur arthrose ou mauvais pour leur arthrose, quel aliment favorise la douleur dans leur polyarthrite ou dans leur spondyarthrite ou au contraire améliore, etc. Bon, ce qui sort clairement dans les têtes de liste, c'est évidemment les régimes sans lait, sans lactose. Bon, ça sort tout de suite. Et puis le détox, tout ce qui est régime détox. Bon. Mais ensuite, vous verrez dans le papier qui est disponible en ligne et en libre accès, qu'il y a toute une série d'aliments ou de boissons qui sont considérés comme potentiellement positifs ou négatifs. Et c'est intéressant d'aller voir parce que c'est quand même une question qui nous est posée tous les jours en consultation. Est-ce qu'il y a des régimes alimentaires qui peuvent aider? Est-ce qu'il y a des aliments qui sont bons ou mauvais pour ma maladie? On a, avec cette étude et d'autres études qui viennent, des premiers éléments photographiques et des premiers éléments de réponse. Merci de votre attention.